Mariage, adapté aux jeunes, la question de l'éducation des enfants. On peut dire que lorsqu'on crée une famille, outre la réussite de l'amour avec son conjoint, il y a un autre point essentiel qu'on ne veut pas rater. C'est l'éducation des enfants qu'on aura de cette union. Or, depuis, je dirais, à peu près un siècle, on voit que sur l'éducation, des thèses absolument opposées se sont battues, se sont remplacées l'une l'autre. Et aucune d'elles n'a abouti à quelque chose de bon. Dans les années 1900, on peut dire qu'on a une exaltation du pôle paternel. Le pôle paternel, symboliquement, dans le taoïsme, il est représenté par des notions comme l'ordre, la discipline, le dépassement de soi, le devoir, le sens de l'honneur. Eh bien, dans toute cette période, on s'aperçoit que les mères sont politiquement en état de minorité et dans le couple, elles sont souvent assez d'accord pour dire que c'est ce pôle représenté par le père qui est prioritaire. Ma mère, qui a fait son enfance dans cette première moitié du XXe siècle, me racontait que lorsque elle eut 6 ans, elle fut mise en pension par ses parents. Et elle pleurait beaucoup, c'était la première fois qu'elle se séparait d'eux. Eh bien, la religieuse qui l'avait accueillie, au lieu de la consoler pendant un temps, ne serait-ce que pour que se fasse l'accueil, ce qui serait une évidence actuellement, lui mit une douche froide. C'était tout à fait naturel à l'époque. On ouvrait le courrier des enfants pour vérifier ce qu'il y a dedans. Dans la génération de ma grand-mère, donc au tout début du siècle, la chose passait très bien. Et il n'y a pas eu de problème de révolte par rapport à cela. Mais dans la génération de ma mère, qui a eu son âge adulte juste après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu un grand rejet qui a commencé à se faire. Et puis la génération suivante, elle a carrément basculé dans un principe inverse. Ça veut dire que, à partir de mai 68 et jusqu'à maintenant, on s'est mis à enseigner que ce qui structurait un enfant, ce qui faisait sa force, son éducation, c'était l'amour. Et donc des valeurs que le taoïsme appliquerait plutôt symboliquement aux valeurs féminines sont devenues prioritaires, au point de mettre en méfiance les valeurs masculines qui étaient exaltées par avant. On peut dire que c'est comme si un balancier était allé d'un extrême à l'autre au cours d'un siècle. Résultat, les valeurs inverses, exactement inverses de celles que j'ai citées tout à l'heure, elles peuvent être mises face à face comme le droit, la liberté, la spontanéité, la tendresse, le plaisir, sont passées en priorité et sont devenues quasiment un principe absolu d'éducation. On voit actuellement les effets avec ces fameux débats sur l'interdiction de la fessée, qui périodiquement reviennent par des psychologues qui souvent sont d'ailleurs des femmes. La fessée étant identifiée à la violence physique. Une violence intolérable qui, dit-on, forcément sera reproduite par l'enfant dans la génération suivante, donc les enfants ayant reçu des fessées étant forcément des adultes violents plus tard. Alors je voudrais dans cette vidéo rappeler simplement des choses qui sont naturelles, qui sont connues de toutes les générations, et qui ne sont ni dans un excès ni dans l'autre. Je voudrais montrer à quel point il faut sortir de ce combat, de cette opposition entre deux pôles qui sont complémentaires, et qui le sont depuis toujours, puisque justement dans le taoïsme, on avait toujours représenté le pôle féminin et le pôle masculin intimement entrelacés. Je voudrais montrer que les deux pôles doivent être mis en valeur et qu'un enfant a une nature humaine. Si on fait avec lui quelque chose qui est différent de l'union de ces deux pôles, eh bien il ne faut pas s'étonner d'avoir des conséquences à l'adolescence. Dans la première moitié du XXe siècle, les conséquences étaient souvent des enfants frustrés.
L'analyse freudienne qui montre que le surmoi écrase l'enfant, c'est une analyse datée qui manifeste l'impact sur un enfant d'une espèce d'autorité tyrannique représentée symboliquement par le père, mais qui est en fait un faux père, qui est plutôt un tyran, et qui provoque des complexes à l'âge adulte. Donc Freud réduit tout évidemment à l'aspect libido, etc. Mais si on traduit le freudisme de manière réaliste par ce côté affectif, on s'aperçoit qu'il y a des parts de vérité. À l'heure actuelle, on peut dire que les dégâts qui se passent chez les enfants viennent d'autre chose. Ce n'est pas l'excès d'autorité qui doit être mis en accusation. C'est parfois l'excès de tendresse et l'absence d'autorité. Alors certains diront, mais on ne peut jamais avoir de l'excès de tendresse. Eh bien, je vais montrer que si. Tout est dans une question d'équilibre. Alors je voudrais montrer aussi une chose qui est très intéressante. Lorsqu'il s'agit de l'éducation des animaux domestiques comme les petits chiens, on voit que la connaissance sur ces domaines-là est tout à fait équilibrée. N'importe quel dresseur connaît parfaitement la nature de cette espèce et sait parfaitement qu'un petit chien reçoit son éducation par sa mère, quasi exclusivement, mais que sa mère lui donne deux amours qui sont complémentaires, au point que si on retire le chiot trop tôt, si on le sèvre trop tôt, par exemple en l'important des pays de l'Est pour le vendre en Europe, qui n'a pas reçu entièrement les bases éducatives de sa mère, ce petit chien sera associable. Il y aura des conséquences qui seront très difficiles à rattraper, sauf si on reprend un dressage souvent très onéreux. Et les dresseurs de chiens montrent que le petit chiot, il a besoin effectivement de beaucoup de tendresse, mais qu'il y a de l'autorité dès le départ et qu'il n'a pas intérêt à dépasser les normes. Par exemple, c'est la mère qui lui indiquera quand est-ce qu'il doit arrêter de téter. Et s'il veut essayer de téter alors qu'elle a décidé que c'est le moment du sevrage, eh bien il se prend un grognement féroce qui l'arrête. Et il comprend. Donc, on est extrêmement doué en psychologie en ce qui concerne les petits animaux. Et puis en ce qui concerne les petits dômes, chacun y va de sa théorie. Et certains vont même jusqu'à refuser l'existence d'une nature humaine. C'est dans la grande mode depuis mai 68. On va jusqu'à dire que l'enfant est une personne, ça d'accord, mais une personne construite, et donc qu'on doit respecter entièrement sa liberté. Que toute éducation qui viendrait mettre une limite à cette liberté serait une manipulation. Il ne faut pas s'étonner, si on fonde une éducation là-dessus, qu'à l'adolescence, il y ait toutes sortes de travers. Alors ce que les éleveurs de chiens acceptent tout à fait chez les petits chiots. Donc les travers des chiens devenus adultes parce qu'ils ont manqué de quelque chose d'essentiel dans leur enfance au point de vue de leur éducation. Eh bien ce ne serait pas vrai pour le petit homme. Bon, en tout cas, fondé sur l'expérience, je vais essayer de donner ce qui me paraît être quelques petites choses qui sont universelles pour une partie d'entre elles. Ça veut dire qu'ils sont valables à 100%, au point qu'aucun enfant ne peut y échapper. Et puis ensuite, j'essaierai de décliner ça dans les détails qui sont plus particuliers, qui peuvent être très souples, les détails d'éducation concrète en fonction des âges. Alors, ce qui me paraît universel, et c'est rare qu'en psychologie quelque chose soit universel. Seulement, je ne vois pas de contre-exemple. Ce qui me paraît universel, ce n'est pas que les enfants aient un père et une mère concrètement qui s'occupent d'eux. Ça serait vrai, eh bien, on pourrait dire que les enfants des veuves de guerre, des femmes célibataires ou divorcées sont forcément des enfants déséquilibrés. Non, c'est pas ça qui est universel. Même si on constate qu'effectivement, dans les divorces, il y a des problèmes. Ce qui me paraît universel, jamais contredit, c'est qu'un enfant a besoin de deux amours. Pas un amour, mais de deux amours. Et les deux sont un amour. Je veux parler de l'amour de tendresse, mais ça c'est évident. Je n'ai pas besoin de le développer, de m'étendre dessus. C'est tout à fait une chose qui est à la mode et que tout le monde proclame depuis à peu près 50 ans. Donc qu'un petit enfant ait besoin de plein de câlins, d'être admiré,
d'être pris dans les bras, d'être consolé quand il pleure, il n'y a aucun problème là-dessus. Ce qui est plus difficile à soutenir à l'heure actuelle, et qui pourtant est absolument universel, c'est qu'un enfant a besoin d'un deuxième amour, l'amour d'autorité. Et certains disent, mais l'autorité n'est pas un amour, l'autorité est une contention. C'est qu'ils ont en tête des vieux souvenirs de Freud. Freud, un homme d'une autre époque, comme je le disais juste avant, un homme où l'autorité était confondue avec le pouvoir tyrannique du pater familias, ce qui n'a rien à voir. D'abord, l'autorité, ce n'est pas une chose qui est exercée exclusivement par le père. Donc je voudrais rappeler encore une fois ce schéma, le seul que j'ai fait pour cette série de leçons, mais parce qu'il me paraît absolument essentiel, qui vient d'une tradition hyper ancienne, le taoïsme, bien avant Jésus-Christ, et qui est tout à fait naturel. Ce schéma de l'entrelacement entre l'autorité et l'amour dans tous les domaines de la vie humaine. C'est pas seulement valable pour le couple, l'union de l'homme et de la femme, mais c'est valable pour le père et la mère par rapport à l'enfant. Ce schéma, qui n'est pas chrétien, les païens eux-mêmes, dirait Jésus, le connaissent. Ce schéma montre que dans l'un des pôles, le pôle féminin, par exemple la mère, il y a une part de l'autorité. Dans l'autre pôle, le pôle masculin, le père, il y a une part de la tendresse. Et les deux s'entrelacent pour former une seule éducation. Eh bien, je crois que, universellement, c'est quelque chose dont les enfants ont tous besoin. Alors évidemment, dans le concret, et ça ce n'est pas universel, s'il arrive que la mère est toute seule à élever l'enfant, eh bien elle prendra les deux pôles sur elle. Elle devra donner le pôle de l'autorité, le pôle de la tendresse. S'il arrive que la mère a un tempérament particulièrement autoritaire, eh bien le père, s'il joue son rôle, tout naturellement, il va tempérer du côté de la tendresse. Ce qui est mieux, à mon avis, ce qui est l'idéal, c'est quand le pôle de l'autorité est plutôt du côté du père. Pourquoi je dis que c'est mieux? Parce que je suis l'un de ceux qui pensent qu'il y a une véritable différence, complémentarité psychologique entre l'homme et la femme. Et cette différence, elle nous est commune avec les animaux qui nous sont proches, comme les grands singes. Si l'homme a une voix grave, s'il a un corps physiquement plus fort, si l'homme n'a pas de force dans la patience, mais a une très grande force quand il s'agit d'attaquer, de mettre l'autorité au bon moment. Si la femme a une voix plus douce, a un corps en rondeur, si elle porte l'enfant à l'intérieur d'elle-même, si elle a une extrêmement grande force en ce qui concerne la patience, la durée, donc quand il s'agit de veiller un enfant, les femmes sont beaucoup plus douées pour cela. Eh bien, il y a quelque chose qui vient de la nature, alors qui n'est peut-être pas valable à 100%. On voit des femmes qui ont une psychologie très masculine et réciproquement, mais quelque chose qui est général, ça veut dire au moins à 80%. Eh bien, je pense que dans une saine écologie, puisqu'on parle d'écologie, il est mieux quand le père joue plutôt dans son rôle d'autorité, la mère dans son rôle de tendresse, avec la souplesse qu'indique le schéma taoïste que j'ai indiqué plus haut. Mais peu importe, chaque couple fera à sa façon, chaque psychologie s'adaptera. L'essentiel, et à 100% ça me paraît valable, un enfant a besoin d'autorité et d'amour, de tendresse. Donc vous voyez, je m'exprime mal, j'aurais dû dire d'amour d'autorité et d'amour de tendresse. Et c'est là-dessus qu'il va se structurer. Ce principe, une fois qu'il est compris, eh bien, il doit faire se souvenir aux pères qu'ils ont un rôle dans l'éducation. La théorie de Dolto qui consiste à dire que son rôle est principalement de protéger comme un écrin extérieur la relation entre la mère et l'enfant, cette théorie me paraît très très dangereuse, très décalée. Toujours pareil, elle me paraît l'une des données qui sont sorties d'après mai 68. Non, le père et la mère ont un rôle intime dans l'éducation de l'enfant et un rôle absolument complémentaire et à égalité. Je voudrais le montrer par un exemple concret. Imaginons qu'un petit enfant qui grimpe sur une chaise, on l'a prévenu de ne pas grimper, tombe par terre.
il pleure, il s'est blessé, il s'est ouvert le genou. On constate que très souvent, la réaction des filles et des mamans, les filles, les futures mères et les mamans, celles qui le sont déjà, quand il est petit, c'est plutôt de le prendre dans ses bras, de le consoler, de le rassurer. Et le réflexe du père, complémentaire, ça va plutôt être de dire « Tu vois là, on t'avait prévenu, tu es tombé de la chaise, c'est bien fait pour toi, tu apprendras à ne plus le faire. » Lequel des deux a raison? Là, je devrais laisser le débat se répandre pendant au moins 5 minutes. Eh bien moi, ma réponse, c'est que les deux ont absolument raison. Et les deux doivent dire les choses ensemble. Donc dans un exemple aussi concret que ça, je manifeste que l'autorité et l'amour s'exercent ensemble. Si l'un des deux, dans ce cas-là, où l'enfant avait été prévenu, si l'un des deux prend le dessus de l'autre, soit l'autorité, tu vois bien, on t'avait prévenu, tu es tombé, c'est bien fait pour toi, c'est trop dur. Ça forme un enfant qui va se durcir et qui effectivement aura peut-être plus tard de la violence. Si l'autre pôle prend le dessus et rejette complètement le pôle masculin, à savoir la consolation, la tendresse, si à chaque fois ça se produit comme cela, eh bien l'enfant en profitera. Il deviendra quelqu'un qui sait absolument comment faire pour manipuler ses parents. Donc ce sont bien les deux qui ont raison. Et je pense que cet exemple, peut-être caricatural, mais cet exemple manifeste ce qui est naturel. Ce n'est pas pour rien qu'un homme et une femme ensemble font un enfant. Donc il n'est absolument pas naturel que l'un des deux, à une certaine époque le père, à une autre époque la mère, accapare la vérité sur l'éducation. Alors ceci étant bien posé, il faut évidemment que je rentre dans le concret. Et qu'on rentre dans le concret, on rentre dans de la souplesse. C'est-à-dire ce n'est plus valable à 100%. Et donc ce que je vais dire là, c'est la manière dont moi je procéderai, certainement. Mais chaque couple, chaque foyer doit trouver sa manière de faire, en fonction de la psychologie de l'homme et de la femme, qui est toujours différent. Chaque couple est unique. L'essentiel étant que les deux amours sont indispensables pour le petit enfant. Alors, je vais commencer par une première question. À partir de quel âge est-ce qu'un petit enfant a besoin de cet amour d'autorité? L'amour de tendresse, il n'y a aucun problème, tout le monde répondra dès la naissance. Donc question, à partir de quel âge est-ce que l'amour d'autorité est nécessaire? Et certains répondent, à partir de 2 ans, de l'âge du non, etc. Et ça, c'est une erreur fatale, souvent non rattrapable. Donc je me rappelle par exemple d'un enfant devenu adulte qui me racontait que dans sa jeunesse, sa maman avait commencé par l'éduquer de manière très tendre, le père étant au travail, ne se mêlant pas de l'éducation. Donc elle avait mis beaucoup de tendresse, et exclusivement de la tendresse, elle adorait les bébés. Des bisous partout, etc. Et puis évidemment, ce petit garçon, ayant un vrai caractère de petit garçon, il avait vite appris comment gérer sa mère. Et quand elle avait pris conscience de cela, étant donné qu'elle était la seule à éduquer, le père apparemment n'avait aucun talent pour cela, elle avait voulu rétablir de l'autorité, disons à l'âge de 2 ans. Donc d'abord en punissant, puis en donnant une fessée, puis éventuellement, ça se passait dans les années 60, en donnant un coup de martinet. Eh bien, elle n'était jamais arrivée à rattraper l'enfant, qui, plutôt que de se réformer, parce qu'il avait appris qu'il était le maître, serrait les dents. Et quand les fessées venaient parce qu'il avait fait une bêtise, il a appris vite à les contourner, en se mettant à mentir. Ça montre quoi? En fait, à partir du moment où les bases n'avaient pas été données pendant les 2 premières années de la vie, il était extrêmement compliqué de rattraper un enfant à l'âge de 2-3 ans. Et que la fessée, qui n'est pas une panacée en soi, n'avait eu aucun effet. Alors que les bases auraient été données, une fessée, quand il faut, simplement, pas de manière exagérée, donc je traiterai tout à l'heure de la fessée, aurait eu son effet immédiatement. Eh bien, je réponds, l'amour d'autorité s'exerce dès la naissance. Oh, alors, c'est pas la seconde de la naissance, c'est pas ça. Je veux dire, elle s'exerce alors que le petit enfant
est tout petit, alors qu'il n'exerce encore aucune liberté. En fait, cette première phase de l'éducation, disons de 0 à environ 2 ans, s'appelle une pré-éducation. Elle consiste à mettre des dispositions dans la psychologie d'un enfant qui n'a pas encore de vie spirituelle. Donc elle consiste à mettre en harmonie avec lui-même une vie qui est strictement, pour le moment, enfin en apparence, qui est strictement animale. Donc qui ressemble à celle d'un petit animal. Mais quand cette vie qui est prioritaire est mise en ordre, eh bien il sera beaucoup plus facile, fondé sur ce socle calme, ce socle éduqué, de faire naître une vie spirituelle plus tard. Finalement, cette première phase, cette pré-éducation, elle ressemble tout à fait à celle dont je parlais tout à l'heure et que sait très bien faire une maman chien avec son autorité et son amour. Exercer comme il faut, avec force et douceur à la fois, adapté à l'âge du tout petit. Alors il est possible que cette comparaison avec la psychologie animale scandalise certains, mais on ne peut pas nier que dans l'être humain, fondamentalement, il y a une vie commune avec les animaux. Donc il faut faire avec. Alors comment est-ce que va s'exercer l'autorité chez un tout petit qui vient de naître? Est-ce qu'elle peut s'exercer sur la nourriture? Absolument pas. Là, je dirais que le corps devant se développer, et à cet âge-là, ce corps étant absolument dans sa phase fondamentale, il ne faut pas jouer avec la nourriture du tout. Et donc il y a des puériculteurs, des médecins qui donnent la manière de faire quand on allait, la manière de faire quand on donne le biberon, et il faut s'y tenir strictement. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc qu'est-ce qu'il reste comme domaine pour un tout petit? Eh bien j'en vois essentiellement 2. Le premier, c'est quand il pleure dans son lit pour être pris dans les bras. Un enfant tout petit, il peut avoir beaucoup de motifs de pleurer. Et c'est pas compliqué avec un peu d'expérience de se rendre compte des différents motifs. Donc s'il est sale, ben ça se voit, ça se sent même. S'il pleure parce qu'il a mal au ventre, on le prend dans ses bras, il continuera de pleurer. S'il pleure parce qu'il veut être dans les bras, on le prend dans ses bras, il s'arrête de pleurer. On le repose dans son lit, il se remet à pleurer. On le prend dans ses bras, il s'arrête de pleurer. Le motif est logique. Eh bien je dirais qu'il y a là un premier exercice de l'autorité. Et si la maman a du mal, parce que c'est son bébé, elle l'a porté dans son ventre, elle dit il va s'étouffer, eh bien le papa doit avoir le bon sens rassurant de lui dire ben non, c'est justement quand il pleure pas qu'on pourrait peut-être s'inquiéter. S'il pleure, c'est qu'il s'étouffe pas. Et donc, on ne va pas chercher un enfant, à mon avis, qui pleure pour être dans les bras. On manifeste par là que c'est pas lui le chef. Oh, il n'aura aucun souvenir de ça. Il s'en souviendra pas du tout après. Seulement, on a marqué dans sa psychologie les limites indispensables. Alors je voudrais ajouter une chose. La tendresse, elle semble manquer, dira la maman, mais pas du tout. Quand l'enfant ne pleure pas, quand il est tout joyeux, qu'il a mangé, etc., elle a tout le temps, toute la durée pour exercer l'amour de tendresse, pour le câliner, lui donner tous les bisous qu'elle veut. Mais je dirais que, dès la naissance, dès qu'un enfant pleure pour un motif comme cela, qu'on estime digne d'une éducation d'autorité, il faut qu'il soit mis au lit. Un enfant tout petit, finalement, il prend le plaisir là où il est. Donc une maman me racontait cette chose-là. Elle avait habitué son petit, alors que les couches culottes sont actuellement très chères et ont des réservoirs pour le pipi, à le changer dès qu'il était légèrement humide. Et donc lui, dès qu'il était légèrement humide, il réclamait en pleurant jusqu'à ce qu'on le change. Et donc ça lui avait coûté une fortune en couches. Je ne sais pas, peut-être 15 couches par jour, ce qui n'est pas possible. Eh bien pareil, il y a là un exercice de l'autorité, on met soi-même ses limites. Et je dirais que si on le fait avec angoisse, l'enfant le sent. Donc il n'y a pas à avoir d'angoisse du tout. C'est structurant pour lui. Si on se tient à cela, si on n'oublie pas d'exercer l'autorité dès la naissance, on peut dire qu'on donne à l'enfant comme des fondations. On rend simple, calme, sa psychologie.
Alors dans sa psychanalyse de petit enfant, Freud il avait défini 3 grandes phases. La phase anale, la phase buccale, pardon, la phase anale, la phase phallique. Parce que Freud avait tendance à tout expliquer par ce côté physique, corporel. Moi, je préfère parler de cette première phase en l'appelant la phase de la prééducation, la phase où l'enfant n'a pas d'acte volontaire, la phase où il a par contre une psychologie tout à fait développée. Sur cette phase-là, un petit peu plus tard, peut-être vers 1 an, 2 ans, par là, très souplement selon les enfants, va se développer une phase que j'appellerais la phase du non. La phase où il va exercer, il va vouloir exercer son autorité personnelle. Elle dure peut-être jusqu'à 4, peut-être 5 ans, mais les phases s'interpénètrent. Dans cette phase du non, on la repère quand, par exemple, à table, à un moment donné, il y a à manger des choses qui ne lui plaisent pas et un enfant, eh bien forcément, il cherche son plaisir et il dit non. Il ne veut pas en manger. Eh bien, dans cette phase qui n'est pas encore celle d'une liberté totale, il faut prolonger l'exercice à la fois de l'amour de tendresse et de l'autorité. Je dirais que si les choses ont été posées dans la première phase, la phase de la prééducation, cette phase-là est une continuité toute naturelle. Alors, une technique que j'avais moi-même utilisée avec mon épouse et qui a marché très bien, pourquoi pas, c'était simplement que les enfants devaient manger de tout un peu. Il ne s'agit pas d'être dans l'absolu, ça veut dire mettre une énorme part de haricots verts qu'ils détestent et de les faire manger jusqu'au bout. Mais il s'agit de se fixer des règles et on les tient jusqu'au bout, mais des règles qui ont une souplesse. Donc avaient été fixées quelques autres petites règles, très simples. Ne pas se lever de table, pas crier dans la maison. Des règles qui arrangent les parents, parce qu'il est certain qu'un enfant qui hurle dans la maison fatigue les parents, et qu'en même temps, en mettant une règle là-dessus, les enfants, ils l'acceptent. Donc à chacun de définir la chose qui convient pour que tout le monde vive en paix dans une maison. C'est dans cette seconde phase, la phase du non, que je pense peuvent intervenir, parfois, quelques petites fessées. Nier absolument, de manière totale, toute utilité à la fessée me paraît aberrant, comme faire de la fessée une panacée. Mais d'abord, il faut remettre les choses précisément là où ils sont. Donc les tenants de l'interdit absolu de la fessée caricaturent la fessée en disant qu'elle est un acte de violence physique. En réalité, quand on analyse ce que c'est qu'une fessée, on s'aperçoit qu'il y a 3 motifs qui font qu'on donne une fessée. Le premier motif, c'est de la violence mentale pour écraser son enfant, pour le dominer, pour le faire céder. L'intention est celle de la puissance. À la rigueur, cette fessée-là, elle est interdite par le bon sens et par la loi. C'est de la maltraitance. Et quelquefois, il n'y a pas besoin d'exercer de la fessée. Les paroles d'insulte, de mépris de son enfant, pareil, sont de la maltraitance. La deuxième, c'est la gifle qui part. Moi, je suis plutôt opposé à la gifle, parce qu'elle part trop vite. On n'a pas le temps de réfléchir. Elle vient d'une overdose, parce que l'enfant a exagéré. Et donc, ce genre de geste, effectivement, n'est pas très bon. On n'en est pas forcément fier. Mais l'enfant, quand il sait qu'il a abusé, n'en fera pas un drame. Donc il n'y a pas à dramatiser là-dessus. Ce dont je veux parler, moi, c'est de la fessée au sens choisi, au sens qu'elle sort de l'intelligence, de l'amour, de l'éducation de l'enfant. Donc elle est adaptée à la faute commise. Elle n'est pas systématique. Si elle est systématique dès qu'il y a une faute commise, bien l'enfant se mettra à mentir pour éviter la fessée. Si elle n'a pas un ordre de force, petite fessée, moyenne fessée, grosse fessée, on ne pourra pas établir aux enfants l'ordre de la gravité des fautes commises. Il est évident qu'un enfant qu'on a prévenu, on lui a dit attention, ne fais pas ceci, qui le fait quand même en regardant dans les yeux ses parents, il méritera une fessée
à mon avis, au moins de l'ordre moyen. Peut-être pas la grosse fessée, mais de l'ordre moyen. Il a fait quelque chose, il a provoqué exprès. Un gros mot qui revient de l'école et qui est prononcé, ben c'est une petite tape. Mais il faut mettre la petite tape. La petite tape sur la main, elle fait pas mal, c'est presque un jeu. Mais elle doit signifier qu'il y a des mots qu'on ne prononce pas à la maison. La grosse fessée, il faut la garder. La garder pour des choses beaucoup plus graves. Je pense au vol réitéré. La première fois qu'un enfant vole, on peut lui expliquer, on le prévient. S'il recommence, on peut peut-être passer à une correction importante, parce qu'il y a quelque chose là à mettre en place. Si on laisse faire, il ne faut pas s'étonner que plus tard, il ne puisse pas s'arrêter de voler. Donc l'usage de l'autorité, lui, il est universel. L'usage de la fessée, par contre, il peut être utile parfois, dans certains cas. Et je vois deux types d'enfants à qui il est utile. D'abord, et on y pense tout de suite, ce sont les petits-enfants, principalement des garçons, mais parfois des filles, qui sont des battants et qui provoquent pour voir jusqu'où ils peuvent aller. Là, quelquefois, plutôt qu'une longue explication à la Dolto, une fessée donnée au bon moment arrête la discussion et arrête l'histoire. Il n'y a pas forcément besoin d'explication dans cette deuxième phase. L'enfant n'est pas encore dans la liberté totale. Il teste sa liberté. Donc l'effet positif de la fessée, c'est qu'elle marque les limites et l'enfant s'en trouve structuré. Il en est heureux. Un enfant qui n'a pas de limites, il cherche les limites et il provoquera la bêtise jusqu'au bout parce qu'il en a besoin dans sa structuration. Le deuxième type d'enfant à qui la fessée peut être utile, curieusement, on n'y pense jamais. Ce sont les enfants, et ce sont principalement des petites filles, les enfants parfaits, à qui on n'a pas besoin d'exercer l'autorité. Dans une émission comme Super Nanny, on remarque souvent qu'elle est appelée par rapport à un enfant qui fait des caprices pas possibles parce qu'il a manqué d'autorité. Donc elle rétablit, elle s'occupe de cette femme, de cet âge-là, c'est une nourrice. Elle rétablit des règles simples. Se lever à telle heure, faire, manger à table, etc. Des choses évidentes comme je les décrivais au début de cette phase. Et puis on remarque souvent que dans la maison, il y a une petite fille, souvent, qui ne dit rien et dont elle ne va pas s'occuper puisqu'il n'y a pas besoin. Elle ne pose pas de problème en apparence. Eh bien, je dirais que c'est elle qui présente le plus de danger finalement. Ce genre de petite fille-là a besoin aussi d'amour d'autorité qui la structure et d'amour de tendresse. Et ces jeunes filles parfaites, qui veulent être parfaites, développeront une tige très fine, sans beaucoup de force puisqu'il n'y a pas eu besoin de les fortifier. Et souvent, arrivée à l'adolescence, quand pousse la fleur de l'adolescence qui est lourde à porter, un changement corporel, eh bien elle s'écroule. Et beaucoup de problèmes d'anorexie, de boulimie, de complexe, parfois même de tentatives de suicide, viennent chez ces petites filles qui ont été parfaites et qui ont manqué de ce pôle d'autorité parce qu'on n'avait pas besoin de l'exercer. Donc il faut trouver un moyen pour l'exercer. Alors, je voudrais donner un petit exemple significatif. Il s'agit d'une petite fille qui avait à peu près 2 ans et qui était donc dans la phase en question. Une petite fille absolument calme, timide, avec un caractère à qui on ne donne pas de fessée. Et puis, les parents s'étaient mis d'accord pour qu'elle mange un peu de tout. Et la maman, voyant sa petite fille qui ne voulait pas trop des épinards, avait fini par diminuer les doses, mais mettait quand même un petit peu d'épinards. À la fin, il n'y avait plus que un demi-filament d'épinards. Et un jour, le papa s'en aperçut. Et donc il dit à sa femme, mais non, il faut lui mettre une part raisonnable, il faut qu'elle mange un peu de tout. Ce qu'il fit. Et il fronça les sourcils pour dire à sa petite fille de les manger. Et elle, qui n'avait jamais reçu une telle sanction, froncer les sourcils devant elle, se mit à pleurer pendant au moins 10 minutes. Et là, le père ne savait pas quoi faire, mais il comprit d'un coup qu'en fait, il avait négligé sa fille et l'éducation paternelle qui est nécessaire. Il se rendit compte qu'en fait, cette petite fille hypersensible développait de la fragilité. Le père a le sens de ce que sera plus tard l'enfant. La maman, elle était là, paniquée en disant « Mais tu vois, tu vas la traumatiser, tu la fais pleurer. » Et le père regarde l'adulte qu'elle sera. Et bien le lendemain,
il y eut des haricots cette fois à table. Et comme d'habitude, la maman mit un haricot pour faire ce qu'on avait dit en couple. Eh bien, le père mit une grande cuillerée d'haricots et dit à sa fille, en fronçant les sourcils, de la manger. Et elle se mit à pleurer. Alors il l'attrapa et lui donna une bonne fessée. Pas la grosse fessée, pas la peine, elle n'en avait jamais eu, mais une fessée moyenne. Elle fut complètement saisie par ça. Elle mangea ses haricots, en pleurant et en refoulant des larmes. La maman à côté était toute traumatisée en se disant « mais il est fou, il va la traumatiser ». Et 15 jours plus tard, la petite fille, quand le père fronçait les sourcils pour lui dire de faire ceci ou cela, elle répondait en fronçant les sourcils. Elle avait développé une personnalité. Et bien cette petite fille maintenant est devenue une grande fille. Elle est forte. Elle sait obéir quand il faut et elle sait résister quand il faut. C'est ce que souhaite un père. La fessée n'est pas là pour écraser. La fessée, en frappant son corps, avait fortifié son âme. Mais la fessée était juste, était expliquée parfois, pas forcément tout petit, puisque l'enfant ne comprend pas, mais était parfois expliquée. En fait, le rôle de l'autorité est de fortifier la tige, ça veut dire la psychologie intérieure de cette fillette si parfaite, de manière à ce que l'adolescence, elle ne s'écroule pas, mais qu'elle ait un tronc pour affronter la vie qui, elle, ne fait pas de cadeaux. Donc il ne faut pas oublier ce rôle-là, y compris pour les enfants parfaits. Alors on peut dire que, fondé sur la première phase, si on se tient à l'exercice de l'amour et de l'autorité dans l'âge du non, on a mis en place les règles simples. Et j'ajouterais même qu'on a sans doute fait ici presque 80% de l'éducation. Ça veut dire que l'essentiel a été mis en place et le reste va être extrêmement facile. Sur la feuille, j'ai mis à peu près 5 ans, mais c'est quelque chose de très souple. En fait, la troisième phase de l'éducation, on va l'appeler l'âge de raison. L'âge où l'enfant va développer pour la première fois sa capacité à raisonner, à penser. Et là, l'exercice de l'autorité et de l'amour deviennent insuffisants. En fait, ils ont servi à faire les fondations. Mais les fondations étant posées, puisqu'on a une intelligence qui s'éveille, on va pouvoir commencer à mettre l'éducation des valeurs. Une éducation qui touche à l'intelligence de l'enfant. Au milieu de ça, il y a ce petit schéma, ce cœur, où on voit qu'il y a 3 parties. L'autorité, donc ça j'en ai parlé, l'amour, j'en ai parlé aussi, et puis cette pointe, qui est comme un glaive finalement, comme un glaive de la parole, de la pensée, qui donne l'ordre des valeurs à l'enfant, qui le structure. Seulement, dans ce domaine-là, il ne faut pas non plus faire n'importe quoi. Donc certaines personnes, toujours issues du relativisme qui a suivi la Seconde Guerre mondiale, disent que le bien, le mal, tout ça c'est relatif, qu'il n'y a pas vraiment de valeur objective. Eh bien moi je pense que, même si on a fondé son éducation à la base solidement, autorité et amour, on peut très bien se tromper dans l'ordre des valeurs et donc provoquer qu'un enfant aille mal dans son âge adulte. Il y a un bien et un mal objectifs qui correspondent à la nature humaine, quoi qu'en disent certains philosophes. Et je voudrais essayer d'établir cet ordre-là. Si on met sur une feuille une série de mots, comme par exemple « Dieu et le fait qu'on se retrouve après la mort ». Bon, si je mets l'honneur, la famille, le sexe, l'argent, la gloire, la carrière. Donc toute cette série de mots, et que je demande aux enfants, aux jeunes, de les mettre selon leur ordre d'importance, en leur disant attention, certains peuvent être des finalités de votre vie, et d'autres des moyens au service de votre vie. Eh bien on s'aperçoit qu'en général, les jeunes actuels mettent en premier la famille. Et que, de manière assez unanime, sauf peut-être quelques-uns, le sexe, l'argent, la gloire, la carrière sont mis comme des moyens plus ou moins importants, mais des moyens au service de la réalisation de la famille. Donc ils reconnaissent bien par exemple que leurs études sont très importantes en vue d'avoir une carrière,
qui elles-mêmes permettent d'avoir de l'argent, qui elles-mêmes permet de mieux être heureux en famille, parce que l'argent aide bien. Ils ne savent pas du tout où situer deux des mots. Dieu et qu'on se revoit après la mort. Si j'avais marqué Dieu tout seul, il n'est pas placé, ou alors il est tout à fait au-dessous. Bon, éventuellement on y parle, mais Dieu et on se revoit après la mort, dans ce cas-là, souvent ça fait réfléchir. Et ça prend une place qui devient presque égale à la famille, ce qui est cohérent. Parce que si on aime sa famille comme la finalité, le plus grand espoir, c'est de la retrouver après la mort. Au honneur, ils ne savent pas où le situer. Et en général, il est mis après la famille. Eh bien, si on analyse l'ordre que donnent habituellement les jeunes, voilà ce qu'on peut dire. D'abord, s'ils mettent la famille avant l'honneur, l'honneur, il faut le définir évidemment. L'honneur, c'est un comportement droit qui fait qu'on peut se regarder en face parce qu'on a bien agi. S'ils mettent la famille avant l'honneur, eh bien ils ont fondé la morale de certains mafiosi italiens qui mettent aussi la famille en priorité. Et le seul honneur, ils s'appellent des hommes d'honneur, c'est la famille, quitte à massacrer tous ceux, les autres qui sont à côté, à les racketter, etc., etc. En fait, l'honneur est avant la famille, et c'est l'honneur qui fait qu'on met sa famille en premier, mais pas jusqu'au fait de faire n'importe quoi. Par exemple, si sous prétexte de nourrir ma famille, parce qu'il y a de grandes difficultés, j'attrape une vieille dame, je lui casse la figure, je lui vole son sac, eh bien j'ai fait un acte de déshonneur. Et donc, même si quelqu'un dans ma famille me pousse à le faire, je dois être capable de dire non, parce que c'est contre l'honneur. Donc il n'y a pas d'opposition entre l'honneur et la famille. Mais c'est l'honneur qui structure une façon d'aimer sa famille vraiment en premier. Donc ça, je pense qu'effectivement, c'est le b.a.-ba des valeurs qu'on doit communiquer à un enfant. À savoir qu'il y a une droiture de cœur à avoir et que la finalité concrète, première, ce sont les personnes. Après, reste à définir un petit peu l'ordre des personnes. Il peut y avoir des débats, des cas particuliers. Est-ce qu'on met ses enfants avant ses parents? Est-ce qu'on met ses amis avant sa famille? Donc l'essentiel, ça chacun sait comment s'y prendre, hein, je ne vais pas insister là-dessus. Le but n'est pas de voir tous les détails. L'essentiel, c'est que la personne humaine, c'est quelque chose de sacré et que l'honneur lui-même nous demande de le mettre en premier. L'honneur, donc cette droiture du cœur. Reste à savoir quelle est la place de Dieu. Et souvent, depuis à peu près 50 ans, eh bien, même les mamans le mettent de manière relative, en parlent comme une hypothèse. Donc pourquoi pas? Seulement, il ne faut pas s'étonner qu'à l'adolescence, en conséquence, on trouve une génération entière d'enfants, de jeunes, qui sont soumis à l'angoisse. Pourtant, l'éducation peut être très bien faite. Donc si je reprends, la base d'autorité et d'amour dans l'enfance, des valeurs qui sont données de manière juste, avec la famille à sa juste place, la droiture du cœur à sa juste place, et des enfants angoissés. C'est très simple. C'est qu'on a oublié la dimension mystique du cœur, de la structure du cœur humain, dont j'avais parlé au tout début de ces leçons, en disant que le cœur humain avait 4 degrés, un degré physique d'ordre sexuel, donc finalisé par fonder une famille, avoir une descendance, un degré sensible, se sentir bien, un degré spirituel, la confiance, l'amour d'amitié, et un degré mystique, la question de savoir si on se retrouve après la mort, s'il y a quelqu'un qui donne sens à cette vie, si ce qu'on construit a quelque chose comme valeur, si tout se termine dans le néant, ça ne sert à rien finalement. Eh bien les enfants qui sont particulièrement sensibles à ça, si on n'a aucune notion de Dieu dans l'éducation, aucune réponse, eh bien l'éducation sera très réussie, sauf sur un point, l'angoisse. Et c'est la plaie actuelle de nos générations. On se demande, donc comment se fait-il que la drogue augmente? Comment se fait-il qu'il y ait des tas de psychologues qui se développent? Qu'il y ait des tas de tentatives de suicide chez les jeunes? Pourtant, ils ont tout matériellement. Donc c'est sûr, l'une des causes de ces angoisses, c'est certainement l'absence de paternité, comme je l'avais dit. Donc une faiblesse structurelle chez les jeunes. Il y a aussi le confort matériel qui fait qu'on ne se bat pas pour survivre. Mais il y a l'absence
totale dans beaucoup de familles de la question de Dieu. La question de Dieu pris concrètement. Qu'est-ce qui se passe après la mort? Si on n'est pas chrétien, on n'est pas obligé de donner la réponse chrétienne, mais on peut au minimum donner l'hypothèse que racontent les gens qui ont approché la mort. Les fameuses expériences de mort approchée, EMI. Donc en disant, il y a des gens qui disent que on se retrouve de l'autre côté, ils voient un être de lumière. Et je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais au minimum, on a mis une petite réponse dans la tête de l'enfant. Les enfants, tout petits, sont fort sensibles à cette réponse-là. Il ne s'agit pas d'y passer des jours et des jours, de passer son temps à éduquer là-dessus. Tout est une question de modération. Si on fait une overdose dans un sens ou dans l'autre, eh bien l'enfant à l'adolescence, naturellement, rejette ce qu'il a reçu en overdose. C'est pas bon de forcer les enfants d'aller, par exemple, tous les jours à la messe comme on le faisait dans les années 50 dans certains collèges catholiques. Ça a donné une génération qui n'allait plus à la messe après, et qui, n'allant plus à la messe, a fini par oublier sa foi. C'est pas bon non plus de ne jamais emmener ses enfants à la messe, de ne jamais leur donner de notion de religion. La vérité, elle est entre les deux. Mais ce n'est pas bon de leur donner la messe et de ne pas leur donner l'explication dont ils ont besoin. Que fait-on sur terre? Qu'est-ce qui se passe après la mort? D'après le christianisme, puisque ce sont des cassettes faites par un théologien catholique, etc., etc. On peut donc dire que dans cette troisième phase, qui va à peu près de 5, 7 ans à 12 ans, toute la structuration des valeurs doit avoir été faite, et quasiment sur tous les points, sauf 2, à mon avis. On ne peut pas aborder à cet âge-là la question de la sexualité perverse, mais on doit aborder la question de la sexualité, je vais en parler après, et la question de certaines violences perverses. Ce sont quand même des enfants. Mais la question de la violence doit être abordée. Et il y a des contes qui manifestent la violence. Il y a certaines familles qui protègent totalement leurs enfants de toute violence, qui ne veulent même pas leur passer des dessins animés comme Blanche-Neige et les 7 nains parce que la sorcière ricane. C'est une erreur. Le monde, lui, il a de la violence. Mais l'éducation du fait qu'il y a de la violence dans le monde, elle se fait progressivement. Et les enfants s'adaptent. Heureusement qu'ils ont cette souplesse. Jamais reçu aucune préparation au fait qu'il y a de la violence dans le monde. S'il est dans un cocon, eh bien, elle lui explosera à la figure. Je me rappelle par exemple d'une histoire que me racontait quelqu'un, une petite fille qui avait été élevée vraiment dans un milieu de contes de fées. Et un jour, les parents s'absentent simplement 2 heures, ils la laissent à la maison, le petit voisin vient la chercher, l'emmène chez lui, il y avait une cassette mauvaise qui traînait là, il la lui passe. Elle a mis 3 ans chez un psychologue pour s'en remettre. Pourquoi? Parce que la violence brutalement avait surgi dans sa vie, elle n'avait aucune préparation à cela. Donc, l'éducation, comme tout, est dans un juste milieu. Alors, je voudrais aborder justement la question de l'éducation sexuelle, telle qu'elle doit être faite par rapport à un enfant. Phase numéro 3 que j'appelle la phase de l'âge de la raison. Je pense que toute l'éducation sexuelle, sauf le côté de la perversion sexuelle, doit avoir été faite avant que la puberté surgisse dans la tête de l'enfant. Mais qu'il faut que cette éducation soit évidemment adaptée à l'âge de l'enfant. Il ne s'agit pas du tout de cette forme d'éducation sexuelle telle qu'on la voit pratiquée actuellement dans la société télévisuelle et hypersexuelle. Non. La sexualité, elle a un rapport avec la personne, avec l'amour. Et si, à mon avis, ça doit être abordé, pas forcément techniquement, pas forcément tout le temps, mais abordé ici et là, au cours de l'enfance, pour que l'enfant ait reçu dans sa tête l'explication des valeurs qu'on y met, c'est parce que, quand il rentrera dans la puberté, il est probable qu'il y aura une telle pudeur qu'on ne pourra plus tellement aborder cela. Quand ça se passe avant, qu'on parle des jeunes adolescents, l'enfant ne se sent pas particulièrement visé, il entend, il n'a pas encore la sexualité active. Il entend et il entend bien.
On lui met dans la tête la chose suivante, que la sexualité c'est quelque chose de sacré, qu'on ne fait pas n'importe comment. Quand on a des valeurs simplement humaines au sens profond du terme, ou parfois chrétiennes ou musulmanes, on lui montre à quel point l'acte sexuel, donc il lui paraît bizarre à son âge, dégoûtant, parce que c'est un enfant. Mais enfin, on ne lui décrit pas les détails, on lui indique simplement comment ça fonctionne à un moment donné. Eh bien, l'acte sexuel n'a de sens que comme une expression de l'amour entre un homme et une femme, et qu'il peut aboutir à un enfant. Dans le monde actuel, on a tendance à présenter l'acte sexuel en soi, coupé de ce qui l'unifie à la personne tout entière. Donc on sait très bien ce qui se passe dans les collèges, on arrive avec un énorme phallus, on montre comment mettre un préservatif. C'est tout sauf ce qu'il faut faire. Et heureusement les jeunes qui ont une nature à la base, eh bien se détournent de cela et comprennent bien par réaction. Donc c'est l'avantage d'une éducation comme cela, comprennent de plus en plus par réaction que l'acte sexuel a de valeur en lien avec au minimum le sentiment et au mieux avec l'engagement. Les modalités concrètes de cette éducation sexuelle, ce n'est pas la peine d'entrer dans les détails. Les parents savent bien qu'un petit enfant de 5 ans, on ne va pas lui parler en termes de détails concrets. Mais qu'on peut lui parler de toute façon de la manière dont ça se passe, sans l'édulcorer, avec des mots adaptés à son âge. Il y a des petits livres très bien faits. Lorsque cette éducation se passe de manière modérée, que tous les sujets sont abordés ici et là au cours de la vie, eh bien on peut dire qu'il n'y a quasiment pas de crise d'adolescence qui va arriver dans la phase suivante, la phase de l'adolescence. La crise d'adolescence n'est pas du tout obligatoire. Principalement parce qu'effectivement, dans nos sociétés actuelles, un enfant dont le corps se développe et devient un petit peu adulte doit prendre sa place. Et donc il faut bien qu'il secoue l'autorité et l'amour de ses parents. Seulement si les bases ont été données, on a quelque chose qui est pacifié. Et donc cette crise ne se traduira pas forcément par la violence qu'habituellement on entend. On dit qu'il y a 2 sortes de crises d'adolescence, enfin du moins dans leur visibilité. Celles qui se traduisent par la colère perpétuelle de l'adolescent, donc les adolescents qui ont un trou dans leur porte parce qu'ils ont donné un coup à l'occasion de je ne sais pas quelle crise, savent très bien de quoi je parle, et celle qui se traduit par l'angoisse de l'adolescence, et qui est actuellement assez fréquente dans certains milieux. Eh bien, si dès la naissance, la colère a été calmée, si au moment où l'adolescent, fait une première crise de colère, d'adolescence, et que le père est là, parce qu'il est le père, il a encore l'autorité exercée, pour l'arrêter immédiatement, en se servant de son autorité, eh bien ça ne se traduira pas par des crises. Si d'autre part, dans l'enfance, la petite fille, assez angoissée, a été fortifiée par de l'autorité, si on n'a pas hésité à aborder la question du sens de la vie, et peut-être même une vie de prière, eh bien l'angoisse aura beaucoup moins de place dans son adolescence. Ce qui caractérise la phase de l'adolescence qui est construite sur les fondements que j'ai indiqués, c'est que les parents passent progressivement, pas trop vite, mais en s'adaptant à chaque enfant, de l'autorité au conseil. Si on passe trop vite au conseil, par exemple, on lui autorise à sortir à n'importe quelle heure en lui conseillant de rentrer avant minuit, on fait une faute. Et il ne faut pas s'étonner que l'enfant dise « Tu ne m'aimes pas parce que tu ne t'occupes pas de moi ». Il est adolescent, c'est le petit enfant qui est encore en lui qui réagit avec son bon sens. Si on se comporte avec un adolescent de 18 ans en lui interdisant toute sortie, en faisant qu'il doit demander l'autorisation dès qu'il sort de la maison pour aller voir ses amis ou n'importe quoi, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait une crise de colère en disant « je ne suis pas un enfant ». Et si cette crise de colère n'existe pas, c'est sans doute qu'il y a davantage de danger. Je me rappelle d'une jeune femme qui avait 40 ans et qui me disait « moi j'ai toujours obéi à mes parents. Quand ma sœur est partie de la maison pour se mettre en ménage avec son futur mari, je l'ai critiquée parce qu'elle désobéissait aux parents à 18 ans. Et moi je leur ai obéi. »
Résultat, ma sœur a fondé sa famille et a 3 enfants, et moi j'ai 40 ans et j'ai raté ma vie. Donc, il y a là véritablement un passage à faire, et le rôle du père est très important. C'est souvent lui qui aura plus de facilité à voir qu'il faut couper peu à peu ce cordon ombilical et pousser l'enfant à s'envoler du nid de ses propres ailes. La maman, c'est son bébé, le temps a passé tellement vite qu'elle aura plus de difficultés. Donc encore le rôle complémentaire du père et de la mère qui s'exerce. Alors appuyé là-dessus, il me reste maintenant à aborder ce que j'avais annoncé dans la leçon précédente. Ça veut dire que j'avais annoncé qu'on pouvait parler de manière très concrète d'une prévention de l'homosexualité. Alors je parle de l'homosexualité parce que ces sujets-là actuellement ont rapport avec la préparation au mariage, l'amour, la sexualité, mais je pourrais faire exactement les mêmes remarques pour la prévention de tous les travers psychologiques, comme l'anorexie mentale, la boulimie chez les filles, les angoisses, les tempéraments suicidaires, le cutting, c'est-à-dire la scarification que font les adolescents. Toutes ces choses-là qu'on voit apparaître et qui sont à chaque fois avec une même cause de prévention. Si un enfant à l'adolescence développe des branches anarchiques dans tous les sens, on peut systématiquement, en regardant l'éducation de son enfant, s'apercevoir que sur un point ou sur un autre, il y a eu un manque. Soit un manque d'autorité, comme je disais, soit un manque d'amour, soit un manque d'éducation aux valeurs adaptées à ce qu'il est comme enfant. Donc prenons l'exemple, par exemple, puisque c'est le thème, de l'homosexualité. D'abord, si on repère que son petit enfant, donc dans la phase, je dirais, du non, tout petit, a tendance à se comporter davantage de manière féminine alors que c'est un garçon, mais de manière exagérée. Qu'un garçon joue à la poupée, il n'y a aucun problème. Mais si un garçon systématiquement a un comportement plutôt féminin, des jeux calmes, des jeux de poupée, une fuite des jeux où il faut se poursuivre, où il faut rentrer en compétition, etc., eh bien, à cet âge-là, l'éducation va simplement consister à modérément, il ne s'agit pas de casser l'enfant, à modérément plutôt l'orienter vers un sport compétitif que vers de la danse classique. C'est une évidence. Et ce n'est pas faire violence à sa psychologie que de faire cela. Simplement, le but, c'est de fortifier le pôle masculin qui semble chez lui moins développé alors que c'est un petit garçon. Il gardera toujours un caractère natif comme cela, parce qu'il y a des bases génétiques au caractère. Eh bien, on prolonge les choses, on a le temps, cet enfant est tout petit. Quand arrive l'âge de raison, qu'on peut s'adresser à son intelligence, eh bien là, par l'explication, on va pouvoir lui apprendre certaines valeurs paternelles qu'il admirera, qui devient pour lui un modèle et qu'il veut un peu l'imiter comme le font beaucoup d'enfants à cet âge-là, eh bien les choses se mettront en place facilement, très tranquillement. Il y a aussi à cet âge-là une pré-éducation à la future chasteté que l'enfant devra développer à l'adolescence. Je pense qu'il n'est pas vain d'avoir prévenu un enfant, garçon, donc avant l'âge de 13-14 ans, de l'avoir prévenu qu'il aura à lutter contre quelque chose de nouveau en lui, cette sexualité qui cherche le plaisir pour le plaisir. Je pense qu'il faut lui avoir expliqué que ce sera un combat difficile, mais qu'il ne devra pas céder, qu'il devra se bagarrer. Parce que s'il laisse cette sexualité se développer anarchiquement, avec des fantasmes bizarres, eh bien, il fera plus tard le malheur de celle qui sera sa femme. Quand l'adolescence n'est pas encore là, l'enfant va écouter si ce n'est pas abordé très directement. Quand l'adolescence est là, je pense que l'enfant aura sans doute plus de pudeur à écouter, qu'on ne peut plus aborder ces sujets aussi facilement, à moins de les aborder par des tours, par des choses détournées, en faisant mine qu'on ne s'adresse pas à lui, mais qu'on parle en général de l'adolescence. L'essentiel est que, comme on entre dans un registre qui touche à l'intimité de ce garçon, l'essentiel est qu'il soit armé
au moins intellectuellement, pour que, si jamais à l'adolescence, il apparaît en lui des fantasmes sexuels qui ne sont pas dans l'ordre naturel, comme des fantasmes sexuels sur des petits-enfants, avec la masturbation qui va avec. Il soit capable de se reprendre en disant « mais je fais n'importe quoi ». C'est une erreur de livrer un enfant qui passe à l'adolescence à un combat comme celui-là, sans aucune indication de chemin. S'il ne sait rien, s'il n'a aucune notion qu'il y a là quelque chose de dangereux, qui peut orienter sa nature vers quelque chose qui plus tard aura des conséquences, ben comment va-t-il le faire? La plupart des homosexualités de type psychologique, ça veut dire ayant une cause dans l'enfance, viennent justement souvent de l'absence de ce rôle paternel, qui peut parfois être exercé d'ailleurs par la mère, et qui structure l'enfant, qui fait qu'il sait se prendre en main. Du coup, en général, quand il n'y a pas eu ça dans les phases que j'ai indiquées, les phases de prééducation, de l'âge du non, de l'âge de raison, eh bien, en général, il n'y a pas ça non plus à l'adolescence quand l'enfant est face à ses combats. Donc il ne faut pas s'étonner qu'à l'âge adulte, il y ait une révélation d'une homosexualité qui cette fois est fortement inscrite parce que l'enfant n'a jamais lutté contre elle. Seulement, si on joue son rôle, si on s'aperçoit tout petit de certains travers qui ne sont pas en rapport tout à fait avec le sexe, si à l'adolescence, alors qu'on s'en était pas aperçu, on se rend compte que cet enfant se donne des fantasmes sexuels homosexuels, eh bien, il est possible de rattraper les choses par des simples techniques de chasteté. Donc je voudrais raconter de nouveau ici l'histoire de ce garçon qui, je l'avais dit dans une des vidéos précédentes, qui, vers l'âge de 15-16 ans, avait hurlé à la maison « Je vais me suicider, je suis homosexuel ». Donc il était en disharmonie avec sa propre identité, il s'était rendu compte qu'il avait des fantasmes sexuels pour des corps de garçons. Et ce garçon, effectivement, avait un modèle familial typique, avec une mère extrêmement dominante, un père quasi absent, qui était présent mais qui ne jouait pas son rôle, aucune éducation, aucune explication. Et donc, comme il avait une sensibilité très forte, c'était un garçon très artiste depuis tout petit, eh bien ça s'était traduit à l'adolescence par le fait qu'il avait laissé son imaginaire glisser, d'abord dans un désir affectif d'un père, qui s'est traduit par le désir de se faire des amis ayant de l'autorité, donc qui remplacerait un petit peu un père, et puis insensiblement, tout seul le soir dans son lit, eh bien ces fantasmes de désir affectif s'étaient traduits par des fantasmes sexuels qui s'étaient peu à peu enracinés. Et c'est là que s'en étant rendu compte, n'allant pas bien, il avait commencé à rentrer en crise et à parler de suicide. Alors, pour un garçon comme cela, on ne pouvait pas reprendre les phases de la petite enfance qui avaient été négligées. C'était trop tard, il fallait faire avec. Donc il n'y avait pas eu la prééducation avec l'autorité, mais ça n'avait pas joué vraiment de rôle, il n'était pas montré capricieux puisqu'il avait un tempérament doux. Donc les parents s'en étaient pas inquiétés particulièrement. Il n'y avait pas eu tellement la phase d'autorité à l'âge du non, il n'y avait pas eu besoin, c'était un enfant au tempérament doux encore une fois. Il n'y avait eu aucune explication dans l'âge de raison des valeurs, de l'ordre des valeurs de la vie, de la sexualité qu'allait naître en lui. Eh bien les choses n'étaient pas perdues pour autant. Les explications ont donc été données à ce garçon de manière psychologique. Il lui a été raconté ce qu'était son enfance et ce qui lui avait manqué. Il lui a été raconté que certaines choses, il ne pourrait pas les guérir. La partie affective, elle reste. 12, 14 ans de vie sans un modèle de père qui joue son rôle, c'est pas rectifiable. Mais que ce n'était pas obligatoire que ça se traduise par de l'homosexualité. Ça se traduirait sans doute au cours de sa vie par une attraction vers des garçons qui aient de l'autorité. Et il pouvait très bien s'en servir pour avoir un bon rôle professionnel, comme faire un excellent un second d'entreprise, dévoué, qui travaille bien. Le fait que ça passe au niveau d'un désir sexuel, ça venait d'un manque de structuration
de ses fantasmes sexuels à l'adolescence. Alors, jadis, au Moyen-Âge, quand un seigneur se rendait compte que son fils avait des tendances comme cela, on disait qu'il payait une courtisane pour l'initier à une sexualité dans le sens naturel, c'est-à-dire envers une femme. Et ça marchait. Eh bien, l'idée a été ici un petit peu pareil. Ça veut dire que ce garçon-là, il lui a été vraiment signifié qu'il fallait qu'il refuse de se donner des fantasmes homosexuels. Mais que s'il avait des fantasmes, qu'il fallait plutôt qu'il se les donne à ce moment-là du côté hétérosexuel. Ça paraît choquant, parce qu'on se dit, mais une éducation qui doit apprendre la chasteté, etc. Est-ce que encourager un garçon comme ça à avoir des fantasmes avec des corps de femme, est-ce que c'est pas tenter le diable? Mais je dirais que là, c'est un cas particulier. Et que, au-delà des principes, il y a le concret, le réel. Comment faire pour restructurer un enfant? En tout cas, toujours est-il qu'il s'est interdit, effectivement, les fantasmes homosexuels. Il a eu les tentations qu'ont beaucoup d'adolescents, donc liées à la masturbation, mais il ne se les est procurés, tout en reconnaissant que ce n'était pas la panacée, qu'avec des fantasmes hétérosexuels. Eh bien, l'homosexualité est sortie complètement de son comportement. Complètement au point de vue sexuel, pas au point de vue affectif, effectivement. Donc c'est un homme fait, et affectivement, il reste quelqu'un de très dévoué, très délicat, comme je disais, un excellent second d'entreprise, etc. N'empêche que cet exemple manifeste qu'on peut parfois rattraper les choses. On ne peut pas tout rattraper parce que l'enfance est essentielle. Mais cet exemple manifeste que si on donne à son enfant, dès tout petit, les bases que j'ai indiquées, les problèmes comme cela surgissent extrêmement rarement. Et s'ils surgissent, eh bien à un moment donné, c'est la liberté de l'enfant, et on n'y peut rien, c'est la liberté de l'enfant devenu adulte. On aura en tout cas fait tout son possible en tant que père et mère pour donner à son enfant des bases naturelles, écologiques, je dirais. Des bases qu'on ne refuse pas, comme je disais tout à l'heure, à un petit chien élevé par sa maman chien, et qu'on refuserait à un petit homme. Simplement que dans la génération qui vient, eh bien, petit à petit, les choses se mettront en place, et que cet équilibre entre amour d'autorité, amour de tendresse, éducation à l'ordre des valeurs, allant dans le concret, se remettra en place dans le bon sens, et qu'on échappera enfin à cette dialectique de balancier, donc exaltation du père, exaltation de la mère, tout ça ayant des conséquences dramatiques sur nos enfants.